Salut mes nakamas, c'est Log, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 911 parce que même si c'est un chapitre d'introduction, il y a eu pas mal d'informations dedans. Premièrement, le visage caché de Wano Kuni. Après, on a la petite Tama, le Ace, l'information, le Ace qui est présent ici, la transmission peut-être d'une volonté. Et on va finir par des petites théories sur le Rocky préféré. Il s'agit de Bastille Hawkins. Mais avant de commencer tout ça, j'aimerais faire une petite mise en garde, une petite information sur le chapitre qui va venir cette semaine. Il y en a beaucoup qui ont dit oui, on va revenir sur la rêverie. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas. Merci à Anthony qui m'a donné la traduction de ce qu'il y a eu dans le Weekly Jump Shonen. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Tout simplement, il y a l'annonce de la grosse rêverie du Jump, c'est-à-dire que pour fêter les 21 ans de One Piece, et bien à travers le Jump, il va y avoir plein de réunions d'artistes qui vont donner des petits hommages. Par exemple, la team qui s'occupe de Food War, et ben, je crois qu'ils vont faire un chapitre spécial où il va y avoir Senji à l'intérieur. Donc voilà, donc ce n'est pas obligatoirement le retour de la rêverie dans le chapitre 912, mais bien une rêverie globale au niveau du Jump, et c'est toujours bon d'avoir les vraies informations quand il s'agit de One Piece. On va commencer par la grosse information, et pour moi vraiment quelque chose qui est primordial au niveau de One Piece, c'est tout simplement la présentation de l'arc. C'est exactement la même chose qu'il y a eu au niveau de Skypiea et dernièrement au niveau de Dressrosa, c'est-à-dire que dans les premiers chapitres, on nous donne une première vision de l'endroit, et après il se passe un petit événement qui nous donne le visage caché, mais les véritables problèmes qu'il y a au niveau de l'arc, de l'environnement. Et là c'est exactement la même chose avec Wano Kuni. On nous a présenté il y a 2 chapitres une ouverture avec un Japon qui représentait exactement ce qu'il y avait pendant l'ère Edo, c'est-à-dire un Japon traditionnel, un Japon qui est quand même proche de la nature. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait les montagnes qui étaient derrière, énormément de présence d'arbres, des cerisiers en fleurs, et même dans le chapitre de la semaine dernière, quand on nous présentait Wano Kuni par rapport à la plage, encore une fois, c'était des beaux paysages un petit peu idylliques, et il s'avère que c'est complètement le contraire, car Kaido a créé plein d'usines, et les usines viennent polluer le Japon tel que nous aussi on se le représente, c'est-à-dire un Japon qui est respectueux de l'environnement. Et ce que j'aime beaucoup dans One Piece, et c'est quelque chose que fait énormément Eiichiro Oda, c'est qu'à travers son manga, il adore transmettre des valeurs et aussi dénoncer des choses. On a par exemple l'esclavagisme, on a le racisme, on a le problème des puissants, le problème d'un gouvernement qui veut contrôler un pays sans prendre en compte la mentalité des habitants. C'est aussi pour ça qu'il y a la rêverie, les révolutionnaires qui viennent en place, et qu'il y a ce personnage qui vient être la parole du peuple, qui représente, comme on avait dit, le tableau de Delacroix. Donc il y a toutes les choses comme ça, et bien ici on va voir que cet arc Wano Kuni va aussi être peut-être une partie d'un cri du cœur, d'une alerte contre le capitalisme à outrance et contre l'industrialisation qui va toujours chercher le profit au détriment de l'environnement, et même au détriment des personnes qui vont travailler, et même qui vont être exploitées. Parce que rappelez-vous, j'en ai parlé dans ma réaction live, c'est-à-dire que tout ce qu'on a vu en amont quand il y a eu les révolutionnaires qui reconnaissaient Caribou comme étant leur ancien leader qui avait disparu, eh bien l'usine d'armement, on ne savait pas où elle était. Et il semblerait qu'elle était sur Wano Kuni. Quand on regarde le chapitre qui nous a été annoncé, il y a aussi une deuxième chose qui a été dénoncée. C'est tout simplement quand le pirate, il a la petite Tama dans son sac, et il lui dit de toute façon, toi je vais t'emmener au quartier des plaisirs. Et là malheureusement on tombe sur un truc qui est malheureusement encore présent de nos jours, simplement l'esclavagisme des enfants pour certaines choses. Voilà, on va pas aller plus loin. C'est aussi peut-être quelque chose qui va être dénoncé dans cet arc. Et à travers ça, on va faire le lien avec la petite Tama. Alors c'est O-Tama, bien sûr, donc le O, comme on avait expliqué une fois, c'est une particule qui est en avant du nom. Alors par contre, il semblerait que ce ne soit pas une particule honorifique, il faut qu'on fasse encore des petites recherches pour savoir à quoi correspond exactement ce O. Mais cette petite fille a énormément de liens par rapport à une personne qu'on connaît, il s'agit de Momonosuke. Premièrement, on sait que là, elle a mangé du riz pour fêter son 8e anniversaire, et on sait que Momonosuke aussi à 8 ans. On sait aussi qu'elle est originaire de la région de Kuli, et ça,
On avait eu aussi l'information dans le chapitre 872, quand justement Senji arrive à récupérer le dernier morceau de Kinemon, il remonte Kinemon et Kinemon se présente comme étant justement un samouraï, et il est originaire aussi de la région de Kuli, et cette région était sous les ordres du daimyo qui était justement Oden. Donc on voit déjà ici que tout est lié. On reprend cette petite fille comme étant une fille qui a l'air quand même d'être assez pauvre. On voit qu'elle est en haillon, et il y en a beaucoup à travers ça. Ils ont peut-être pensé que ça aurait été une petite fille qui était de la famille de Momonosuke, pourquoi pas carrément la fille jumelle de Momonosuke, parce qu'il y a aussi un petit élément qui est vraiment sympa, c'est-à-dire qu'on remarque que Tama assomme le pirate avec un grand coup de bâton, et c'est exactement la même position qu'avait utilisé Momonosuke quand il y avait Jara. Rappelez-vous, au niveau de Dressrosa, la femme qui maîtrisait la peinture, eh bien, elle avait été assommée, et c'était Momonosuke qui l'avait assommée. Donc là, on a deux mises en situation qui sont assez parallèles. Premièrement, je ne pense pas que ce soit vrai. Pourquoi ? Parce que ça serait hyper redondant. Par rapport à ce qu'on a eu à Dressrosa, il s'agit de Rebecca. Rebecca, la petite fille en haillon qui avait été élevée par le soldat. Et après, on apprend bien plus tard qu'elle était carrément la fille du roi Riku. Et bien là, je trouve que ça serait un peu trop redondant. Et surtout, la deuxième chose, c'est qu'on sait qu'elle est comme ça depuis très très longtemps et qu'elle avait connu Ace avant. Et malheureusement, Momonosuke, Kinemon ainsi que Raizu sont partis il y a seulement que quelques mois, quelques semaines. Or, si c'était vraiment la sœur qui avait quelque chose et qu'elle avait dû être protégée par rapport au Shogun ou par rapport à Kaido, c'est quelque chose qui se serait passé il n'y a pas aussi longtemps. Et là, on voit bien que Tama allait avec son maître depuis plusieurs années. Autre transition, maintenant on va parler tout simplement du maître de Tama, Tama qui veut devenir une fille ninja, Kunoichi, voilà, là maintenant ça y est, j'ai le bon mot. D'ailleurs, on va faire une petite parenthèse là-dessus, là on va en parler tout de suite. Le fait qu'elle veuille devenir une femme ninja nous introduit déjà que Tama va être en lien avec Nami. Pourquoi ? Parce que rappelez-vous, quand elle utilise son Sorcery Climax Tact, eh bien on voit Raizu qui est complètement fou et qui dit elle arrive à maîtriser les éléments, donc c'est une femme ninja. Et là, il y a, encore une fois, c'est des petits trucs comme ça qui, une fois mis bout à bout, peut être vraiment génial. Bah justement, parlons de mis bout à bout. On va aussi parler de Luffy avec son chapeau et la vive carte qu'il a perdue. La vive carte qu'il a perdue, j'ai un problème avec. Pourquoi ? Parce que j'ai repris l'ancien chapitre, parce qu'on m'avait dit que j'avais fait une erreur dans ma réaction live. J'ai pris d'anciens chapitres, le chapitre où c'est le départ de Sabo de Dressrosa. Eh bien, il a bien créé une grande vive carte de Luffy, que après il garde un morceau et il donne un autre morceau aux Mugiwara qui chacun vont garder, et après ces mêmes morceaux vont être utilisés pour donner au capitaine de la flotte de Luffy. Et justement, la vive carte que Luffy il a dans son chapeau, est-ce que c'est une vive carte de lui-même ? Parce que sinon je ne vois pas. L'autre vive carte qu'il avait eu aussi à une époque, c'était celle de Rayleigh, pour qu'il puisse retrouver où était justement le bateau, le Sunny. Mais à part ça, la vive carte qu'il a au niveau de son chapeau, dites-le moi dans les commentaires, parce que j'ai fait quand même pas mal de recherches et j'ai pas réussi à trouver exactement d'où venait cette vive carte. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse, on va en parler tout de suite, parce que même après, si tiens regarde, hein, on va complètement foutre en l'air le plan que j'avais en tête. On va parler un tout petit peu de Luffy ici. Luffy on voit l'amélioration de son acquis de l'observation, c'est-à-dire qu'il arrive à éviter, il arrive même pas à éviter le coup, c'est-à-dire qu'il arrive à attaquer le pirate avant que celui-ci ne tire. D'habitude c'est autre chose, c'est-à-dire qu'il sentait le coup arriver et il esquivait le coup. Là on est dans encore une fois quelque chose qui est bien avant, c'est-à-dire qu'il évite le coup, il fait une attaque pour anticiper le coup qu'il va y avoir. Il y a aussi quelque chose, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont dit aussi que les pirates, ils avaient une sorte de logo de Luffy juste sur son bras. Non, ça c'était autre chose, c'est pour justement les 50 ans du Weekly Shonen Jump. Il y avait la tête
du pirate du Weekly Shonen Jump, et juste au-dessus il y avait le Jolly Roger de Luffy pour justement montrer qu'on était bien de One Piece. Et ce qui se passe, c'est que je ne sais pas, hein, ça par contre j'ai pas fait les recherches, j'ai pas eu le temps. Je ne sais pas si dans les autres chapitres qui étaient dans le Weekly Shonen Jump qui vient juste de sortir, s'il y avait aussi des petits clins d'œil, des petits passages du logo du Weekly Shonen Jump dedans. Donc après ça vous me le direz. Luffy qui est toujours aussi inconscient, c'est-à-dire qu'il s'aperçoit qu'il a perdu la vie de carte, il dit ah merde je l'ai loupé, puis après il fait oh bah juste tant pis. Le fait de le voir avoir faim et mentir mal en disant non c'est bon, ça a été assez. Enfin, il y a un Luffy qu'on retrouve ici. Le fait aussi qu'il ait son bon gros visage quand il arrive à dompter le babouin, c'était vraiment excellent. Et le Luffy qu'on a ici, c'est un Luffy qui est aussi espiègle qu'avant, mais qui a des côtés un peu plus badass en un fragment de seconde. C'est-à-dire qu'on a le Luffy qu'on aime, qui représente le Luffy d'avant, avec le Luffy qu'on aimerait bien qu'il devienne, c'est-à-dire un Luffy badass, prêt à faire des trucs hyper bons. Et d'ailleurs ça, on va en reparler tout de suite, décidément, je vais faire tout et n'importe quoi en même temps dans cette vidéo. C'est tout simplement parler de ce qui se passe avec la petite Tama. Tama boit de l'eau, l'eau est empoisonnée et donc elle risque de mourir. Donc là obligatoirement on a la future intervention de Chopper. Pourquoi? Parce que ils arriveront à retrouver Luffy une fois qu'il sera perdu grâce à la vive carte que eux ils possèdent. Si Chopper retrouve Luffy, Chopper va retrouver Tama, et comme on voit dans l'endroit qui est assez naturel où ils sont, il va sûrement trouver des baies, il va sûrement trouver des trucs pour contrer le poison. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de dire quelque chose d'hyper important tout à l'heure, c'est par rapport à la pollution. À cause de la surindustrialisation, etc. On avait déjà eu quelque chose qui avait été dénoncé dans ce sens, rappelez-vous, c'est tout simplement la ville, le pays où est née l'eau, Florence. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui était hyper connu par rapport aux matériaux qu'ils avaient dans le sol, qui a fait toute leur richesse, mais manque de peau, c'était quelque chose de nocif, ça a donné le saturnisme blanc, et toute la population est morte à cause de ça. Et ça reprend aussi le méthylène, un plomb à base qui était qui était mis dans l'essence pour éviter qu'il soit trop volatile, et les gens qui le respiraient, tout ça, après ils avaient une maladie. Enfin, ça reprend toujours les mêmes choses. Donc ce qu'on va avoir dans cet arc est quelque chose qui a été dénoncé bien avant, mais qui a toujours lieu avec Kaido, et qui reprend aussi la chute de Kaido par l'eau. Tout est lié. Tout est lié. Donc ça c'était la petite chose. Et ce que je voulais vous dire vraiment au niveau de Luffy, qui est vraiment très important et très beau et très symbolique ici, c'est-à-dire que Luffy est venu au niveau de Wano Kuni par rapport à la requête qu'a eu Momonosuke de détruire et même de tuer le Shogun qui a tué le père de Momonosuke. Donc il fait ça par rapport à quelqu'un, donc il s'investit quand même. Et là on a à travers Tama la même chose qui avait été mise en place par rapport à Rebecca, c'est-à-dire que Rebecca donne à manger à Luffy, lui raconte son histoire, et à travers ça, même si Luffy avait déjà en tête de destituer Doflamingo pour justement aider l'eau, eh bien à le près il le fait pour Rebecca. Et bien là c'est la même chose, il a dans l'optique d'aller aider Momonosuke en destituant le Shogun, et bien vu que Kaido empoisonne les lacs, les rivières et tout ça, et vu que Tama qui lui a donné à manger à Luffy est maintenant aussi avec ce problème, et bien Luffy va aller latter la gueule de Kaido, vraiment pour quelque chose qui va vraiment lui tenir à cœur. Et là encore une fois, on a exactement le même cheminement narratif entre Dressrosa et Wano Kuni. Et tout ça pour dire quoi à la base? Tout ça pour dire que le maître qu'on a vu, c'était ça exactement, c'est pour ça qu'il parlait après, qui ressemble à Usopp, qui avait un petit peu Luffy, qu'il avait justement confondu. On voit qu'il est dans un temple, et ça, c'est un temple Shinto. Donc c'est un temple qui est fait surtout pour remercier et prier les esprits qui sont liés à la nature. Et lui, le mec avec les ailes, la garde qu'on voit avec des sortes de feuilles, les grandes... je me rappelle plus, j'ai fait la recherche mais je me rappelle plus le nom exact de ces chaussures qui sont exagérément grands avec les morceaux de bois. Et bien lui est une représentation justement de ces dieux
un petit peu féerique, lié à la nature. Et ce mec-là, enfin ce dieu-là, cette représentation s'appelle un Tengu. Alors je sais pas si je l'ai bien prononcé, mais voilà. Et ça c'est vraiment très très bien parce qu'on voit qu'on est dans le fief du clan Kusuki. Et le clan Kusuki a l'air très lié par rapport à la nature. Et là on est encore une fois en parfaite opposition à Kaido et même au Shogun qui vont axer l'industrialisation justement du Japon. Et là on est aussi à quelque chose qui représente très bien le Japon, c'est-à-dire que le Japon, après une certaine défaite qu'il y a eu, a vraiment voulu devenir une nation technologique et a vraiment tout axé, c'est-à-dire qu'elle a renié un petit peu ses traditions pour aller copier un système économique et un système technologique qui était propre aux pays étrangers. Et on va parler maintenant de Ace. Pourquoi? Parce que tout simplement, la petite fille qui est ici, elle est restée ici. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait une promesse, elle attend le retour de Ace. Et vous savez que j'aime bien me triturer l'esprit. Donc j'ai voulu reprendre un petit peu la chronologie. Parce que je me suis dit, il y a quelque chose qui est un petit peu pas net. On apprend qu'elle a fait des kappas, ou des katas, je sais plus. C'est les chapeaux qui sont typiquement japonais. C'est le chapeau qu'a fait Ace, et Ace justement dans le chapitre 555 il avait dit à Oz Junior, eh bien j'ai appris à faire ça à un pays, et on savait que ce pays c'était justement le pays de Wano Kuni. Alors j'ai dit pendant ma réaction live que c'est sûrement cette petite fille qui a appris à Ace à faire ses chapeaux. Elle a 8 ans. Ace est mort depuis 2 ans. On reprendra plus tard l'explication pourquoi elle n'est pas au courant de la mort de Ace. On va voir ça tout à l'heure. C'est-à-dire que quand Ace est mort à Marineford, la petite avait 6 ans. On sait aussi, à partir de cette date-là, des 6 ans et de la mort de Ace, que Ace était parti 3 ans et demi plus tôt de Fushiaton. Vu qu'au moment où Luffy part, c'est marqué 3 ans justement après le départ de Ace. Ce qui veut dire que quand Ace est parti, la petite fille, elle, avait 3 ans. Ace, quand il est parti de Fushiaton, il n'a pas atteint tout de suite l'équipage de Barbe Blanche. On l'a vu là derrière, on l'avait vu avec le chapitre 552 ou 553 où il avait une sorte de petit flashback qu'il a créé son équipage, qu'on lui avait proposé, que le gouvernement mondial lui avait proposé justement de devenir un corsaire, et qu'après il avait voulu latter la gueule de Barbe Blanche pour peut-être prendre le titre d'empereur, et qu'il avait combattu pendant un bout de temps, c'est-à-dire pendant 5 jours, il avait combattu Jinbei, et que après il a rejoint l'équipage de Barbe Blanche. Pour moi, ça s'est passé 1 an après le départ de Fushia. Et quand dans le chapitre 555, on le voit parler à Oz Junior et lui donner le chapeau, on voit que Ace était quand même assez jeune. Donc pour moi, il était peut-être pas encore 2e capitaine de flotte, de la flotte de Barbe Blanche. À ce moment-là, la petite fille, elle, avait 4 ans. Est-ce que à 4 ans, tu as encore des souvenirs? Très bonne question. D'après la psychologie de l'enfance, d'après ce que j'ai un petit peu étudié, il semblerait que oui, on se rappelle tous, vous me le direz dans les commentaires, de notre première journée quand on est rentré à l'école maternelle. Ce sont des choses qui nous ont vraiment marqué. Donc ça veut dire qu'on a des souvenirs de 3 ans, 3 à 4 ans, on a encore des bons souvenirs. Et donc là, ça peut coller quand même. Et c'est-à-dire qu'à 4 ans, la petite fille travaillait déjà à faire des chapeaux. Donc voilà, donc c'est à ce moment-là qu'elle a connu Ace, et ça veut dire que ça fait 4 ans qu'elle attend le retour de Ace. Et à travers Luffy va pouvoir lui raconter l'histoire de Ace, va pouvoir lui raconter le sacrifice de ce qui s'est passé, et en un sens, Luffy est la transmission de la volonté de Ace. Donc là, encore une fois, il y a une très très belle symbolique qui est ici. Alors maintenant, on va aussi parler d'autre chose, c'est pourquoi Ace a été à Wano Kuni. Maintenant, la question à répondre aussi, c'est comment ça se fait que la petite n'est pas au courant? Parce que c'est quelque chose qui s'est passé à Marineford, c'est quelque chose qui a fait le tour du monde, mais comme on sait que Wano Kuni est un pays qui est assez isolationniste, elle n'a pas eu, il n'y a peut-être pas les journaux qui viennent jusqu'ici. Par contre, ce qui m'étonne là-dedans, c'est qu'on a appris que là, on était dans la région
Kuli qui était le fief du daimyo Oden, père de Momonosuke, que Oden avait une longue histoire, avait un long passif avec Goldie Roger. À un moment, on voit Goldie Roger qui est en train de traquer juste avant sa mort. Il va même voir Barbe Blanche pour lui dire si tu veux je te raconte ce que c'est Raftel, ce que c'est le One Piece. Et là Barbe Blanche il dit que lui ça l'intéresse pas. Et au moment où ils sont en train de parler, ils sont sur un promontoire rocheux. Il y a une cascade qui est derrière et il y a des cerisiers en fleurs. Donc on est parfaitement au niveau de Wano Kuni. On sait qu'à l'époque Wano Kuni était isolationniste, donc tout le monde ne pouvait pas venir. Je pense que si Goldie Roger a pu venir ici sur Wano Kuni, c'est grâce à Oden, parce que Oden a fait partie de l'équipage de Goldie Roger. Après, dans le flashback de Ace, quand on le voit avec Barbe Blanche, il apprend à Barbe Blanche, en lui disant j'ai quelque chose de très important à te dire, il apprend qu'il est le fils de Goldie Roger. Et connaissant Barbe Blanche qui prend le fait que la famille est très importante, peut-être qu'il a voulu présenter à Ace une personne qui a très bien connu son père, Goldie Roger, et c'est peut-être pour ça justement que Ace a été au niveau de Wano Kuni, c'est tout simplement pour que Oden lui raconte l'histoire de son père et lui dise que c'est pas le monstre qui a été dépeint par tout le monde, et c'était quelqu'un qui avait un grand cœur. Et comme on est sur le fief de la famille Kusuki, Oden a dû apprendre la mort de Ace. L'info, il l'a pas donnée à d'autres personnes. Je sais pas si tu es au courant justement qu'il y avait une petite fille qui attendait le Ace puis qu'il a pas voulu lui briser le cœur. Mais voilà, c'est un petit peu... Alors pareil, hein, dites-moi dans les commentaires si la logique que je mets en place par rapport au fait... Parce que c'est quelque chose qu'on va sûrement trouver dans un futur flashback au niveau de cet arc. Donc voilà, donc dites-moi si vous êtes un petit peu d'accord là-dessus. Et on va terminer cette vidéo par une petite théorie sur Hawkins. Quelque chose qui est vraiment excellent, c'est que Hawkins, pour moi, est peut-être le Rocky qui peut le plus être un samouraï. Alors c'est pas par rapport à ses tenues, on voit bien qu'il représente plus les personnes de type européen, même le style d'armure qu'il a un tout petit peu, c'est tout simplement par rapport à la notion qu'il a du destin. Il faut savoir que les samouraïs, qui n'étaient pas que des guerriers, qui étaient aussi des philosophes, c'est des personnes qui aimaient réfléchir sur la condition humaine, et il faut savoir aussi que le mot samouraï vient de saburai, et saburai qui signifie en service, vient du verbe saburo, qui veut dire servir en japonais. Un samouraï, il vouait sa vie à servir un daimyo ou un shogun, mais surtout il avait la notion que sa vie était régie par le destin. C'est-à-dire qu'il n'était pas maître de ce qu'il faisait, il ne faisait que servir une entité supérieure. Et ce qui représente le plus cette mentalité au niveau des Rocky, c'est tout simplement Basil Hawkins. Pourquoi ? Parce qu'on le voit tout le temps faire les choses par rapport au jeu de cartes. C'est-à-dire qu'il va regarder les probabilités, il va regarder les chances, les meilleures solutions pour qu'il s'en sorte le mieux, c'est surtout ça. Et il a aussi un surnom qui est le magicien. Et ça m'a fait penser à quelqu'un, c'est tout simplement Doctor Strange, qui est considéré aussi comme un magicien au niveau de l'univers Marvel. Et on a vu dans l'arc Toadland qu'il y avait Katakuri qui lui avait la faculté de voir le véritable futur qui allait se produire sur quelques secondes. Eh bien, on peut imaginer Basil Hawkins, vu que lui, il essaye de voir les différents futurs, que durant les 2 années qu'il a développé cette faculté d'un point de vue vraiment énorme. C'est-à-dire qu'il a cette faculté de voir les futurs possibles, très dur comme phrase, et après lui, il va choisir lequel il va préférer, entre parenthèses, subir. Et il y avait aussi quelque chose qui était vraiment génial à la fin de Marineford, où il est avec son bateau, et il est en train de tirer les cartes, et il dit j'aurais beau faire n'importe quel nombre de tirages, il y aura toujours une part d'incertitude au niveau du destin, au niveau du futur de Luffy. Et peut-être qu'à ce moment-là, il y a un lien psychologique qui s'est créé entre Basil Hawkins et
Luffy. C'est-à-dire qu'il a regardé tous les futurs possibles et il en voit un. Peut-être le meilleur, ça sera avec Luffy. Et peut-être aussi qu'il est intéressé sur la façon d'être de Luffy. Pourquoi? Parce que lui, il a cette faculté de toujours déjouer le destin. Luffy veut être un pirate, non pas pour la puissance, pour la richesse, mais simplement être le seigneur des pirates pour être quelqu'un de libre. Et quelqu'un de libre donne obligatoirement une notion de s'en foutre totalement du destin. Et la façon d'être de Basil Hawking et la façon d'être de Luffy sont carrément aux antipodes. Et c'est-à-dire que là, ici, si Hawkins, il est ici à ce moment-là et que c'est lui qui va rencontrer Luffy pendant qu'il est seul, ce n'est peut-être pas dû au hasard, mais c'est peut-être un chemin sur le destin que Basil Hawkins a choisi. Oui, je sais, c'est haut perché, mais j'aime bien. Dernière chose aussi amusante, c'est que John Hawkins, qui a servi de base justement à faire le personnage de Basil Hawkins, et ben c'était l'oncle d'un autre pirate très connu, il s'agit de Drake, qui lui, bien sûr, est aussi au niveau de Wano Kuni. Donc on voit que même si c'est redondant par rapport à Toadland, les futures alliances, enfin les possibles alliances qu'il y a entre Rocky, eh bien, selon l'histoire et selon certaines recherches, on voit que, eh bien, c'est toujours possible. Cette idée de Hawkins, entre guillemets, samouraï qui verrait un petit peu le futur, m'a été donnée par Anthony, et il faut savoir surtout que Ichiro Oda, pour ceux qui ne le sauraient pas, a été l'assistant du mangaka qui a créé Kenshin le Vagabond pendant une année, c'est-à-dire de 1996 à 1997, juste avant qu'il crée One Piece. Et il faut savoir que dans Kenshin le Vagabond, le maître de Kenshin, il avait une phrase qui était excellente et qui reprend un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au destin. En ces temps où chaque jour la violence grandit, peu importe la force que tu as à l'intérieur de toi, tu ne peux rien faire car tu ne peux arrêter la course du destin. Je pense qu'on ne peut pas dire mieux. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette critique analyse du chapitre 911. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo qui doit être quand même assez longue. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires. Mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.